Imaginez la scène. On est en 1948, sur une petite île écossaise complètement isolée, froide, battue par les vents. Et là, un homme mourant, est assis devant sa machine à écrire. Il est lancé dans une course désespérée contre la maladie pour finir son livre. Un livre qui est tellement plus qu'une histoire. C'est un véritable cri d'alarme pour le monde entier. Cet homme, c'est Eric Blair. Bon, l'histoire, elle, va le retenir sous son nom de plume, George Orwell. La tuberculose est en train de lui ranger les poumons, il le sait, son temps est compté. Chaque frappe sur le clavier, c'est un effort surhumain. Mais l'urgence, elle, est plus forte que la douleur. Il doit finir, il doit nous avertir. Parce que, attention, ce qu'Orwell couche sur le papier, c'est pas juste une fantaisie sortie de nulle part. Non, c'est le fruit de tout ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu. D'abord dans les tranchées de la guerre civile espagnole, et puis dans les studios de la BBC pendant la Seconde Guerre mondiale, où son job, c'était de créer de la propagande. Il a vu de l'intérieur comment on tord la vérité, comment on la manipule, et comment le totalitarisme peut se transformer en quelque chose d'encore plus insidieux. Donc, pour vraiment comprendre la création de 1984, il faut saisir ça. L'urgence d'un homme qui a vu se dessiner un futur absolument terrifiant et qui a mis ses toutes dernières forces à nous laisser une carte, pour ne pas qu'on s'y perde. Et ce parcours, c'est vraiment la clé de tout. Entre les trahisons politiques en Espagne et la fabrique de l'info à la BBC, chaque étape a affiné sa compréhension des rouages du pouvoir. Et c'est là, en 1948, alors que la maladie l'emporte, qu'il a cette idée terrible et géniale. Il inverse les 2 derniers chiffres de l'année pour créer 1984. Un futur si proche que ça en donne froid dans le dos. Le livre sort et le monde est horrifié. 1 an plus tard, en 1950, Orwell meurt. Mission accomplie. Son avertissement est devenu immortel. Allez, entrons dans ce cauchemar si méticuleusement construit. Orwell, il n'a pas seulement imaginé une dictature classique. Non, son projet est bien plus ambitieux, bien plus terrifiant. Il s'agit d'un système où le but, ce n'est plus de contrôler les corps, mais de conquérir et de remodeler la pensée elle-même. Bienvenue en Océanie. C'est un super-État tentaculaire, dirigé d'une main de fer pour le parti et son leader quasi divin, Big Brother. Est-ce qu'il existe vraiment? Personne n'en sait rien. Et en fait, ça n'a aucune importance. Son visage est absolument partout. Le moteur de ce régime, c'est la guerre. Une guerre perpétuelle contre un ennemi qui change tout le temps. Pourquoi? C'est simple. Un peuple qui a peur est un peuple bien plus facile à contrôler. La société elle-même est une pyramide ultra rigide. Tout en haut, même pas 2% de la population, le parti intérieur, l'élite qui tire toutes les ficelles. Juste en dessous, on a le parti extérieur, les bureaucrates dociles, comme notre protagoniste Winston. Et puis tout en bas, la masse écrasante, 85% des gens, les prolétaires qu'on maintient dans l'ignorance la plus totale, avec des divertissements abrutissants, juste pour être sûr qu'ils ne lèveront jamais la tête. Et au cœur de chaque foyer, il y a cet œil qui ne dort jamais, le télécran. Imaginez un écran qui non seulement vous inonde de propagande à longueur de journée, mais qui en plus vous observe et vous écoute 24 heures sur 24. On ne sait jamais si on est surveillé à un instant T. Alors, par réflexe, par peur, on finit par agir comme si on l'était. Tout le temps. Et voilà comment naît l'autocensure, la prison que l'on se construit soi-même. Mais la surveillance extérieure, ça ne suffit pas. Le parti a donc créé une force d'élite pour traquer le crime ultime, la police de la pensée. Leur mission, ce n'est pas de punir des actes, non, c'est de déceler la pensée non orthodoxe avant même qu'elle ne se forme vraiment. Un petit tic nerveux, un regard de doute, c'est ce qu'ils appellent un crime pensé. Et c'est une condamnation à mort, pure et simple. Et puis vient l'arme la plus subtile, la plus brillante et la plus terrifiante du parti, la novlangue. Ce n'est pas juste une liste de nouveaux mots, c'est une réingénierie complète du langage, avec un seul but, rétrécir l'univers de la pensée. Après tout, si les mots pour parler de liberté ou de rébellion disparaissent du dictionnaire, comment ces idées pourraient-elles encore exister? Le langage n'est plus un outil, il devient les barreaux d'une prison mentale. Alors voilà, on a toutes les pièces du puzzle. Une surveillance de tous les instants, une guerre sans fin, une pauvreté organisée, un langage appauvri, et tous ces piliers y soutiennent l'objectif final du parti, un contrôle absolu. Pas sur ce que les gens font, non, mais sur ce qui est réel. Et c'est là vraiment qu'on touche au cœur de l'avertissement d'Orwell. Le pouvoir ultime du parti, ce n'est pas juste sa capacité à mentir, c'est sa capacité à détruire le concept même de vérité objective, à rendre la réalité négociable. Rien n'illustre ça mieux que le nom des 4 ministères. C'est un chef-d'œuvre de perversion. Le ministère de la paix s'occupe de la guerre. Le ministère de l'abondance gère les pénuries. Le ministère de l'amour, c'est là qu'on torture. Et le ministère de la vérité, où travaille Winston, eh bien c'est une gigantesque usine à mensonges. Dans ce monde, les mots sont retournés contre eux-mêmes jusqu'à ne plus rien vouloir dire. Tout le système repose sur ce dogme central.
Le boulot de Winston, c'est littéralement ça. Tous les jours, il plonge dans les archives et il réécrit l'histoire pour qu'elle colle parfaitement avec la dernière déclaration du parti. Si le passé peut être changé à volonté, alors il n'y a plus de repères, plus de vérité. Il n'y a que le présent et le parti qui le contrôle. Cette destruction de la logique, elle atteint son sommet avec les 3 slogans officiels du parti. Ces contradictions, ce ne sont pas des erreurs, ce sont de véritables déclarations de guerre à la raison humaine. Des exercices mentaux conçus pour pulvériser la capacité de jugement de chacun. Et pour réussir cette gymnastique mentale, il faut maîtriser ce qu'on appelle la double pensée. C'est la capacité de garder 2 idées complètement contradictoires en tête et de les accepter toutes les 2 comme vraies. C'est savoir que la vérité est A, tout en croyant avec une conviction absolue que c'est B. C'est mentir délibérément tout en étant sincèrement convaincu de dire la vérité. C'est le court-circuit final de la conscience. C'est à travers le destin de Winston Smith qu'on comprend le but ultime de tout ce système. Le parti ne veut pas seulement punir ceux qui dévient, non. Le but, c'est de les faire disparaître en tant qu'individus pensants, d'annihiler leur moi intérieur. La petite rébellion secrète de Winston, ce n'est pas de poser des bombes, c'est juste de s'accrocher à une vérité toute simple, objective, presque enfantine. 2 et 2 font 4. Mais dans un monde où la réalité est malléable, cette certitude-là, c'est le plus grand des crimes. Alors la question pour le parti, elle devient comment est-ce qu'on brise un esprit qui s'y accroche encore? La réponse, elle est donnée par O'Brien, le tortionneur de Winston. Pour lui, la réalité, ce n'est pas un truc extérieur, solide, non. La réalité n'existe qu'à l'intérieur du crâne. Et si le parti peut entrer dans le crâne et le reconfigurer, alors il peut reconfigurer la réalité elle-même. Si le parti décide que 2 et 2 font 5, eh bien 2 et 2 font 5, point. Et ce processus de guérison, comme il l'appelle, est d'une cruauté méthodique. D'abord, la douleur. On brise le corps pour que l'esprit n'ait plus aucun refuge. Ensuite, l'effondrement mental. On le force non pas à dire, mais à croire que 2 et 2 font 5. Troisième étape, l'anéantissement de l'âme. Dans la terrifiante chambre 101, on le met face à sa peur la plus primaire, pour le forcer à trahir la seule personne qu'il ait jamais aimée. Et enfin, la reconstruction. On renvoie dans le monde une coquille vide, programmée pour ne ressentir qu'une seule émotion, l'amour pour le parti. C'est comme ça que se termine le roman, avec ces 4 mots, qui sont peut-être les plus terrifiants de toute la littérature. Winston n'est plus un rebelle, il ne fait même plus semblant, il est guéri. Il aime sincèrement, profondément, Big Brother. Le système a gagné. Totalement. On pourrait se dire, bon, c'est une histoire sombre, d'accord, mais elle a été écrite il y a plus de 70 ans. Mais alors, pourquoi cet avertissement résonne aujourd'hui avec une force peut-être encore plus grande? Tout simplement parce que beaucoup des outils de contrôle qu'Orwell a dû imaginer, eh bien, ils font maintenant partie de notre quotidien. Bien sûr, l'histoire a montré à quel point Orwell avait vu juste en décrivant les mécanismes du stalinisme. Mais regardons aujourd'hui. L'ère numérique a rendu la surveillance de masse possible à une échelle qu'il n'aurait sans doute jamais pu concevoir. Des technologies comme la reconnaissance faciale, les systèmes de crédit social, tout à coup, la vision d'Orwell ne semble plus si lointaine, n'est-ce pas? Il faut vraiment comprendre ça. 1984 n'a jamais été écrit comme une prophétie. C'était un avertissement, une carte des chemins à ne surtout pas prendre. Orwell nous a montré le précipice. La question qu'il nous laisse et qui se pose à chaque nouvelle génération est toute simple. Maintenant qu'on sait, que va-t-on faire de son avertissement?